On passe à la revue de presse internationale avec Hélène Frade. Bonjour Hélène. Bonjour Pauline. Et on revient, on en parlait dans le journal, sur la décision de la communauté internationale de livrer des armes au gouvernement d'union nationale libyen pour lutter contre la menace djihadiste dans le pays. D'après le Corriere della Sera, cette décision a été prise hier à Vienne à l'issue d'une réunion des 5 membres du Conseil de sécurité de l'ONU et d'une quinzaine d'autres États, dont les pays voisins de la Libye. Ces nations, vous l'avez dit, disent vouloir soutenir totalement les efforts du nouveau gouvernement libyen. Celui-ci devrait donc demander rapidement la levée de l'embargo de l'ONU sur les ventes d'armes, un embargo qui a été imposé au moment de la révolte contre Kadhafi en 2011 et qui sera maintenu et même renforcé, nous dit-on, en revanche, pour les factions rivales au gouvernement de Tripoli. Mais les signataires de cet accord sont-ils vraiment en mesure sur le terrain de contrôler ces livraisons d'armes et éviter qu'elles ne tombent entre les mains des djihadistes, en particulier du groupe État islamique? C'est bien sûr toute la question, et à en croire El Watan, la tâche s'annonce tout sauf aisée. D'après le quotidien algérien, le pouvoir réel du président du gouvernement d'union nationale, Fayez al-Sarraj, n'évolue pas sur le terrain. Je cite: le quotidien évoque un isolement politique de mauvais augure pour la bonne application de l'accord qui a été conclu hier. La situation libyenne est toujours très compliqué et al-Sarraj ne parvient toujours pas à tracer son chemin, prévient El Watan. La déstabilisation de la Libye, on le sait, qui a aggravé la crise des migrants, objet d'un autre accord conclu cette fois-ci entre l'Union européenne et la Turquie. Et le marché conclu entre l'UE et Ankara prévoit notamment le renvoi en Turquie des réfugiés syriens arrivés en Grèce. D'après The Guardian, les premières expulsions ont eu lieu il y a maintenant 3 semaines et les premiers témoignages recueillis ne laisseraient rien présager de bon, là non plus. Selon une douzaine de réfugiés interrogés au téléphone par le journal, les conditions d'accueil en Turquie sont extrêmement précaires et la possibilité d'obtenir une aide juridique totalement nulle. Une réfugiée aurait même assuré au Guardian préférer retourner en Syrie car selon elle, une zone de guerre est préférable au centre de détention turque et grecque, je la cite. Une critique adressée donc à la Turquie, mais aussi à l'Europe, on l'entend, et qui apportera sans doute encore un peu d'eau au moulin de Recep Tayyip Erdogan. D'après The Independent, le président turc a attaqué l'UE et les pays occidentaux en général, en déclarant vendredi dernier que ces derniers prennent plus de soin des homosexuels et des animaux que des réfugiés syriens, je le cite. Honte à ceux qui ne montrent aucune compassion aux femmes et aux enfants qui viennent pour leur demander de l'aide. Honte à ceux qui protègent les dauphins et les tortues de mer et ignorent 23 millions de Syriens, a-t-il ajouté, en assurant que l'attitude de l'Occident lui rappelait l'occupation et l'esclavage. Les valeurs et les modes de vie des Occidentaux que dénonce aussi régulièrement dans un autre registre la République islamique d'Iran. D'après The Huffington Post, le régime a annoncé dimanche avoir lancé depuis 2013 une grande opération contre ce qu'il appelle la culture contre-islamique, une opération contre les mannequins et le milieu de la mode nommée Araignée 2, qui aurait conduit à la mise en cause de 170 personnes, notamment des photographes, des maquilleurs et des mannequins, identifiés entre autres sur Facebook et Instagram. C'est une annonce qui aurait été accompagnée d'une émission en direct, selon The Huffington Post, qui raconte qu'une mannequin iranienne y est apparue, expliquant volontairement, entre guillemets, qu'elle regrettait la publication sur les réseaux sociaux de photos sur lesquelles elle apparaissait non voilée et conseillait aux Iraniennes de ne pas commettre la même erreur qu'elle. D'après le site iranien basé à Londres, Iran Wire, Téhéran dit voir dans le phénomène du mannequinat la main des puissances étrangères qui chercheraient à imposer leur culture à l'Iran, notamment via Instagram, on l'a évoqué, dont l'une des vedettes, on le sait, est la star de la télé-réalité Kim Kardashian, qui serait donc une sorte de super agent promotionnel, une sorte de James Bond Girl 2.0. Ne serait-ce pas trop d'honneur à lui faire. Merci beaucoup, Hélène. C'est la revue de presse internationale. On vous retrouve évidemment demain. Nous, on se retrouve juste après la pause. À tout de suite.